Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie de dissuasion nucléaire qui passe dans le troisième âge. En effet, Emmanuel Macron estime que la France peut se contenter d'une puissance conventionnelle relativement modeste, puisque personne n'aura jamais à ses yeux l'audace incongrue de s'en prendre à ses intérêts vitaux. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je ne le pense pas réellement, pour avoir de l'influence, bien entendu, à travers le monde. Alors, parlons de sa lettre aux armées. Le chantage nucléaire russe dans la guerre en Ukraine, de même que la possession peu mise en avant de l'arme nucléaire par Israël, sont des éléments importants des deux guerres en cours. Depuis la première prise d'alerte opérationnelle des forces aériennes stratégiques en France, le 8 octobre 1964, il y a eu 59 ans. La dissuasion nucléaire demeure la clé de voûte de la défense française. Constamment modernisée, dotée de budgets conséquents, avec officiellement 54 milliards d'euros pour la période 2024-2030, soit 13% des 413,3 milliards prévus sur la période de la loi de programmation militaire, elle est au cœur du système de défense nationale. Les textes précisent ainsi: premier système de force, la dissuasion représente la garantie fondamentale de la sécurité nationale. Elle est au cœur des moyens qui permettent à la France d'affirmer son autonomie stratégique. La dissuasion est censée empêcher qu'un ennemi s'en prenne aux intérêts vitaux de la nation et concerne désormais, au fil des évolutions dogmatiques, un adversaire étatique lui-même doté de l'arme nucléaire. Dans le club très fermé, 7 pays seulement, les 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie, l'Inde, Israël, le Pakistan, et sans que le statut de présence nucléaire lui soit officiellement reconnu, la Corée du Nord. La guerre en Ukraine et l'utilisation récurrente de l'arme nucléaire dans son discours agressif par la Russie ont-elles fait entrer le monde dans un troisième âge nucléaire ? Le premier ayant été la confrontation constante entre l'Union soviétique et les États-Unis, marquée par la course aux armements, autrement dit la guerre froide. Le deuxième âge nucléaire se situerait quant à lui entre la fin de la disparition de l'Union soviétique et la guerre en Ukraine. Dans une étude méticuleuse que publie ce mois-ci la Fondation pour la recherche stratégique, sa chargée de recherche Emmanuel Maître étudie la dissuasion nucléaire au troisième âge nucléaire. Rejoignant une convergence internationale entre chercheurs, elle situe donc l'offensive russe en Ukraine comme le signal d'un troisième âge nucléaire marqué par les initiatives de la Russie qui démontrent son intention d'utiliser une politique de sanctuarisation agressive avec une forte composante nucléaire pour modifier à son profit les frontières d'un État souverain européen. Dans ce contexte, elle n'a pas hésité à recourir aux forces conventionnelles et à la rhétorique nucléaire pour dissuader des acteurs extérieurs d'intervenir en réponse à son comportement agressif dans son voisinage immédiat et au-delà. En parallèle, la Russie a largement contesté l'architecture normative internationale, avec des violations manifestes d'accords de maîtrise des armements, qu'ils soient bilatéraux, le traité de FNI, ou multilatéraux, conventions d'interdiction sur les armes chimiques. La volonté de la Chine de s'imposer comme la principale superpuissance au niveau global, de même que les problèmes posés par la stratégie nucléaire de la Corée du Nord, participent à cette évolution. Le troisième âge nucléaire se caractérise également, souligne Madame Maître, par l'arrivée à maturité, le déploiement opérationnel et l'influence sur les équilibres stratégiques de technologies dites nouvelles, parmi lesquelles l'hypervélocité des missiles les plus récents, l'intelligence artificielle, les cybertechnologies ou encore les armes stratégiques non nucléaires
en particulier les systèmes de frappe de précision de longue portée, qui ont des effets différents, mais peuvent susciter des préoccupations similaires. Leur déploiement conduit certains acteurs à penser que leur système de dissuasion pourrait être vulnérable à une frappe conventionnelle. Cette technologie, dont l'introduction dans les armements est encore récente et partagée entre de rares puissances, pourrait bien avoir un effet direct sur le principe même de la dissuasion que nous avons en France. Elle serait susceptible de permettre à un agresseur bien outillé d'ouvrir les hostilités en s'en prenant directement, mais sans avoir recours à l'arme nucléaire, à celle en possession de son adversaire. L'auteur s'inquiète. Certaines technologies pourraient favoriser la détection et le ciblage des capacités de décision. D'autres permettent leur destruction grâce à des frappes précises, conventionnelles. Enfin, les capacités défensives pourraient préserver d'une riposte éventuelle liée aux forces restantes. La combinaison de ces capacités pourrait donc offrir une incitation à une première frappe, en donnant confiance à un acteur dans sa capacité à anéantir la force nucléaire adverse, ce qui, depuis le début de l'âge nucléaire, est considéré comme la négation du concept de stabilité stratégique. La dissuasion française ne craint personne en matière de dialectique. En gros, elle a réponse à tout. Dans la période actuelle, c'est bien en s'appuyant sur elle qu'Emmanuel Macron estime que la France peut se contenter d'une puissance conventionnelle relativement modeste. On dira que l'armée est échantillonnaire. Regardez le rapport de l'Assemblée nationale. Il disait que nous avions une force terrestre permettant de contenir un ennemi comme les Russes pendant 3 jours sur un front de 80 km. Pour M. Macron, personne n'aura jamais, à ses yeux, l'audace incongrue de s'en prendre à ses intérêts vitaux. La France, du contexte stratégique, se caractérise par la prise en compte de la multiplicité des défis pouvant atteindre les intérêts nationaux. C'est cela qu'on attend d'un président de la République. Et de manière directe et frontale, mais aussi de manière plus indirecte, avec les menaces sur les chaînes d'approvisionnement, la liberté d'action aussi des territoires ultramarins et autres formes d'agression préjudiciables pour le pays. Cela n'est malheureusement pas pris en compte. Avec un appareil militaro-industriel puissant, mais relativement limité tout de même, puisque nous voyons que pour produire un canon César, il faut de nombreux mois. Tout est échantillonnaire dans notre armée, et la BITD également. Cet appareil militaro-industriel est très tourné vers les armements nucléaires et leurs vecteurs. Et oui, il y a beaucoup d'argent, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. La France modernise constamment ses armements nucléaires. Mais quid du reste? Et quid de la masse? Car nous avons vu en Ukraine, il est beau d'avoir de la haute technologie, mais si nous n'en avons que très peu, nous ne faisons pas masse. Les quinquennats d'Emmanuel Macron, et si avec l'effort actuel est maintenu, ceux qui le suivront verront l'entrée en service et la poursuite du développement de nouvelles armes. La SMPR, air-sol moyenne portée, rénovée, air-sol ASN 4G, 4e génération, sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, le SNE 3G. Depuis que la dissuasion nucléaire française existe, elle a toujours connu un développement et une stratégie séparée de celle des forces conventionnelles. À l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, qui prônent l'intégration à toutes les forces conventionnelles, nucléaires, cyber, spatiales, informationnelles, dans une stratégie commune,
La France réfléchit enfin à cette évolution, tout en demeurant relativement sceptique. Emmanuel Maître relève les propos récents du chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhade, qui préfère évoquer l'épaulement entre les forces conventionnelles et nucléaires. La capacité d'exercer une pression stratégique sous la forme d'un dialogue dissuasif sur un adversaire ou son allié potentiel donne davantage de latitude aux forces conventionnelles pour exprimer toute la palette de leur savoir-faire dans un conflit. En ce sens, inversement, le nucléaire épaule les forces conventionnelles pour éviter un contournement par le haut. De façon générale, cette logique d'épaulement renforce la liberté d'action du président de la République en termes d'emploi des forces conventionnelles, dont les capacités doivent être en cohérence avec la puissance destructrice du nucléaire. Le général se montre assez dubitatif et n'acquiesce que du bout de la plume en suggérant que cette démarche avance mais avec prudence, tout en évitant de reproduire des concepts importés pas nécessairement pertinents au regard des spécificités françaises. Il est possible d'avoir une réflexion sur une forme d'intégration de la dissuasion nucléaire française. Le vieux serpent de mer de la prise en compte de la dissuasion française dans une stratégie européenne de défense ne progresse pas vraiment. La conception qu'a la France de la dissuasion européenne, de ses intérêts vitaux, fait toujours aussi peu recette chez ses partenaires, membres ou pas, de l'OTAN, qui ne jurent que par la protection offerte à leurs yeux par le parapluie nucléaire américain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sinon, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut.